D'abord, la première question, c'est qu'est-ce que c'est l'alimentation cétogène? En quoi ça consiste en pratique? L'apport en glucides donne faim. Nice. On promouvoit énormément de choses qui en fait sont presque totalement non biodisponibles. Ouais. Tu vas les avaler mais tu vas pas les absorber quoi. Et pourquoi les gants? C'est pour que je puisse frapper plus fort? Une fois que tu peux avoir ça dans ton quotidien grâce à l'alimentation cétogène et que tu obtiens le bénéfice de l'intensité grâce aux glucides que tu prends avant l'entraînement, tu as un peu le meilleur des deux mondes en fait. Et encore. Et encore. Ça c'est bon, encore. Et... Je crois qu'on est chaud comme des baraques à frites. Ok, bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur de recevoir Jack. Salut Jack. Bienvenue sur la chaîne. Je suis super content d'être là. Et bah pareil, donc pour moi c'est un plaisir de te recevoir. Donc Jack, il est coach de CrossFit. Tu gères 2 box de CrossFit. Ouais. Tu gères 2 chaînes YouTube. Ouais. Et tu es très sportif. D'ailleurs, je vous invite à aller découvrir sa chaîne donc, où il parle de sport, de santé, de nutrition. Et c'est un des sujets d'ailleurs qui fait que j'avais envie de l'inviter aujourd'hui sur la chaîne. Pour ceux d'entre vous qui me suivent sur Instagram, vous savez que ça fait 1 mois et demi, plus au moment où je sors la vidéo, que je teste une alimentation de type cétogène. Ça veut dire où on coupe les glucides. Et il se trouve que parmi les personnes qui m'ont influencé, vous avez ici mon maître Jedi qui a beaucoup parlé de ce sujet sur sa chaîne. Je ne peux rien lui apprendre. Cet enfant n'a aucune patience. D'abord, la première question, c'est qu'est-ce que c'est l'alimentation cétogène? En quoi ça consiste en pratique? L'idée en fait, c'est de basculer d'une alimentation où tu dépends du glucose uniquement, entre guillemets, et de pouvoir fonctionner sur les graisses. Donc on va d'abord diminuer, voire couper totalement, mais parfois la transition peut être un peu violente, donc on peut la faire d'une manière un petit peu plus intelligente. Si tu veux, on peut en parler après. Donc d'une alimentation où, dans notre société actuelle, on est principalement sur les glucides. Je veux dire, il suffit, tu vois, hier j'étais à l'aéroport en train d'attendre, il suffisait de voir les repas. Tout tourne autour des glucides, les viennoiseries, le pain, il y avait un plat de pommes de terre, de riz, etc. etc. Tu vas dans un snack, tu trouves un sandwich, tu trouves un hamburger, tu trouves un wrap, tu trouves tout autour des glucides. Tout à fait. Et donc on fonctionne comme ça, même avec les bons glucides, on va en avoir tout le temps. Et donc je me permets juste une parenthèse, on va utiliser le terme glucide, qui est un terme générique pour parler des sucres, aussi bien les sucres simples qu'on absorbe très rapidement, que vous allez avoir dans les sucreries, etc., que les sucres complexes que vous allez retrouver par exemple dans les amidons, donc dans le pain, le riz, les patates, les pâtes, etc. Et donc là, ce dont tu nous parles, c'est de couper tout ça, on est bien d'accord? C'est ça, donc c'est toutes les sources, c'est vraiment tout le spectre en fait. Ouais. Alors quand je dis couper, c'est diminuer très radicalement, parce qu'en fait, tu n'es pas obligé d'être à 0 glucides, mais tu peux en avoir un petit peu. Surtout en fonction de quand tu les mets dans ton alimentation. Et donc le corps, à un moment donné, se dit « Ok, j'ai plus ce substrat énergétique, j'ai plus cette réserve disponible, j'ai plus cet apport quand j'en ai envie tout le temps, toute la journée. Ouais. Et donc il faut que je trouve une alternative. » De ce que je comprends, ça vient clairement d'un mécanisme de survie qui est qu'en été, disons dans une région comme la France ou la Belgique, en été, tu as des glucides disponibles de partout, avec principalement les fruits évidemment qui vont être l'apport principal, et certains tubercules si tu parviens à les cuire, parce que ça ne se mange pas cru, ou en tout cas ça ne se digère pas bien cru. Alors que l'hiver, typiquement en Belgique, tu ne peux pas manger, il n'y a pas de quoi manger à part des produits animaux. Les produits animaux vont t'apporter des protéines et des graisses, et donc il faut que ton corps puisse apprendre à fonctionner sur ces protéines et sur ces graisses, mais également sur le jeûne, puisqu'il y a forcément des périodes de famine, qui étaient là à l'époque où on chassait et où on cueillait. Et donc notre corps, comme mécanisme de survie, a dit « Ok, l'été, je peux fonctionner avec des sucres, et d'ailleurs je vais en stocker un max sous forme de graisse pour l'hiver, et là, je vais fonctionner sur les graisses. » L'idée du régime cétogène, c'est de nous obliger, entre guillemets, à faire ça, parce qu'il a tout un tas de bénéfices, santé, cognitifs, etc. Ouais, que j'ai commencé à ressentir, on va pas se mentir, ces 2 derniers mois. Génial. Et donc concrètement, pour quelqu'un qui voudrait se faire une assiette cétogène, il va mettre beaucoup de légumes, beaucoup de graisses et des protéines, si on résume. C'est tout à fait ça l'idée. On va, en fonction des sources et du type de régime, on va considérer qu'on va avoir entre 50 et 60% de l'apport énergétique, ça peut aller jusqu'à
70 chez moi, de lipides. Et puis, on va voir un petit peu l'apport en protéines. Ça va de 20 à 40% selon les sources et le type aussi de sport que tu vas faire forcément. Et puis, les glucides qui vont correspondre à 5 à 10% maximum de ton apport énergétique. Et donc, l'idée, c'est que quand tu vas construire ton assiette, tu la construis comme ça. Donc, en fonction du moment de la journée, de ce que tu veux, etc., tu vas composer très majoritairement ton assiette de lipides, donc de l'avocat, de l'huile d'olive, du jaune d'œuf, de la viande grasse, du poisson gras, etc., etc. Tu vas bien sûr, dans certaines sources que je viens de préciter, avoir des protéines. Et puis, tu peux complémenter avec certaines sources de glucides spécifiques, comme les légumes. Mais il faut être prudent avec les légumes, lesquels tu vas manger et en quelle quantité, parce que ce n'est pas all-in non plus. Parce que si tu t'envoies 1 kilo de carottes, tu vas avoir beaucoup trop de glucides disponibles dans ce kilo. Mais l'assiette, elle ressemble à quoi? Regarde, 3 œufs, un demi-avocat. Ce qu'on a mangé ce matin. Une tomate. Ce qu'on a mangé ce matin. C'est le petit déj du matin. Ouais. Voilà, exactement. Et tu fonctionnes avec une assiette cétogène très simple le matin, qui, entre parenthèses, même pour quelqu'un qui n'est pas dans une approche cétogène, c'est vraiment un super petit déj parce que tu vas avoir des bonnes graisses, des protéines, tu vas avoir un petit peu de fibres de bonne qualité. Et donc, ce qui va se passer, quand je dis de bonne qualité, c'est parce qu'elles sont très digestes. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une énergie au top pour toute la matinée. Et tu ne vas pas avoir ces coups de mou, etc., qu'on peut avoir si je démarre la journée avec du pain, de la confiture et un jus d'orange industriel. Oui. Alors ça, je peux vraiment le confirmer, un truc qui, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Moi, depuis que je suis cette alimentation, il y a vraiment un truc qui a complètement disparu, c'est les coups de barre dans la journée. Ça, j'en ai plus, ou en tout cas, ils sont beaucoup plus faciles à gérer, beaucoup plus doux, et j'ai plus le gros crash, comme tu dis, le crash, je l'ai plus. Les fringales sucrées, je les ai plus eues, et ça, j'avoue que au bout de 2 jours seulement, quoi. J'étais bluffé, j'ai été vraiment bluffé par cette alimentation-là. Et une précision que je voulais apporter par rapport à ce que tu disais, c'est que sur les protéines, attention, des fois il y a des gens qui confondent l'alimentation cétogène avec des régimes hyperprotéinés. Ce qui est tout à fait différent. Il y a un piège, c'est qu'on va en parler après, mais le but de l'alimentation cétogène, il y a effectivement, réduire le sucre pour se défaire de cette perfusion de sucre et des problèmes qui peuvent aller avec. Et il y a aussi de rentrer en cétose. Ça, c'est un autre truc. Et rentrer en cétose, le problème, c'est que si vous avez trop de protéines, je suis le premier à dire qu'il faut manger beaucoup de protéines, parce que voilà, je m'entraîne tous les jours et même pour des non-sportifs, souvent on est un peu trop bas. Mais quand vous avez trop de protéines, il y a un mécanisme qu'on appelle la néoglucogénèse, en fait, qui va faire que les acides aminés, s'il y en a trop, vont être reconvertis pour reformer des sucres. La glycémie va remonter, on va couper cette fameuse cétose qu'on cherche à avoir. Et donc attention, les protéines, il faut en manger suffisamment, mais pas trop non plus, donc ça demande de bien gérer. Et ça aussi, j'ai pu remarquer que c'était très dépendant de la proportion de lipides. C'est-à-dire qu'en gros, si tu fais un régime hyperprotéiné, c'est pas tellement que tu vas manger beaucoup de protéines, c'est surtout que tu vas avoir ton pourcentage qui est plus du tout le bon. En fait, tu vas avoir un apport énergétique en protéines qui va être très majoritaire, puisqu'on a connu des régimes hyperprotéinés, hyper violents, en mode tu manges vraiment que, tu sais, des poudres, du poulet blanc, etc. Et donc en gros, tout ton apport énergétique quasiment c'est pas terrible ça niveau santé, j'imagine. C'est pas terrible niveau santé, et puis même au niveau énergétique, à un moment donné, tu vas manquer de jus. La plupart du temps, ces gens-là sont pas très bien dans leur peau. Enfin, franchement, non, c'est pas idéal. Les acides aminés n'ont pas vocation normalement à être des substrats énergétiques en fait. En fait, c'est un peu le dernier recours, quoi. Ouais. Le corps, il va dire ok, on va prendre ça en mode parce qu'il faut, mais si j'ai des lipides ou si j'ai des glucides, c'est quand même beaucoup plus pratique d'en faire de l'énergie, tu vois. Ouais. Enfin, tu le sais mieux que moi, mais je pense qu'on peut le résumer comme ça. Et donc l'idée, c'est que dans ce régime hyperprotéiné, en fait, tu peux manger beaucoup de protéines, mais alors tu as besoin d'avoir beaucoup de lipides pour respecter en fait ce principe de proportion. Tu vois, d'être dans un apport énergétique en calories, pas en grammes, parce que si tu fais en grammes, là, ça va être très compliqué, mais en calories, un apport énergétique principalement sur les lipides. Ok, super. Et donc, ça m'amène à une question. Maintenant, je pense qu'on a compris un petit peu le principe, la pratique, etc. Si on a suffisamment coupé les glucides, on passe en cétose. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les avantages, selon toi? Moi, j'ai ma petite idée, mais elle est seulement personnelle. Jack, il l'a testé sur du plus long terme. Tu as aussi aidé des gens à tester ce type d'alimentation, donc je pense que tu as beaucoup plus de recul. Et quels sont en gros les bienfaits qui ressortent et éventuellement les inconvénients aussi? Oui, c'est ça, parce que c'est pas magique non plus, mais il y a quand même des cas très spécifiques où je trouve que le régime cétogène est ce qu'on appelle game changer, quoi. Et un des premiers cas, c'est pour les gens qui sont addicts au sucre. Mais dans le sens addiction-pulsion, tu vois. On voit vraiment que la bascule vers un régime plutôt low carb, comme on dit, donc bas en glucides puis en cétogène, les envies de sucre disparaissent. Mais disparaissent, quoi. J'ai fait 2 semaines vraiment strictes de chez Strict.
Aucun problème, aucune frustration. J'étais bluffé, alors que quand j'en mange un peu tous les jours, j'ai tout le temps envie d'en bouffer. Ouais. C'est hyper étonnant. Bref. Ce qui est très interpellant, en fait, si tu veux, avec ça, c'est de constater que l'apport en glucides donne faim. Et d'ailleurs, on le voit dans la communauté carnivore, c'est une petite parenthèse que j'aime faire, c'est que la communauté carnivore, il y a des gens qui ont du mal à manger suffisamment parce que c'est très satiétant comme alimentation, puisque tu as beaucoup d'acides aminés et beaucoup de graisse. Et donc, des gens qui veulent prendre du poids peuvent rencontrer des difficultés dans le régime carnivore. Et donc, ces personnes-là coupent avec un tout petit peu de glucides, typiquement souvent du riz blanc ou un peu de fruits, pour restimuler l'appétit, en fait. Ah ouais. Mais donc, l'inverse est vrai, enfin l'inverse, plutôt le risque est là aussi quand j'en mange trop ou trop souvent et que j'ai l'habitude en plus de fonctionner avec des index glycémiques ou des charges glycémiques hautes parce que du coup je vais avoir tout le temps envie parce que c'est up, down et donc j'ai tout le temps envie, tu vois. Alors quand tu parles de up, down, tu parles de la glycémie. De la glycémie et en fait le système nerveux qui va être tout à fait lié à ça et donc exactement la glycémie en fait qui monte. La glycémie qui monte fort. Et juste pour réexpliquer, vous donner quelques petites billes là-dessus, c'est quand la glycémie monte fort, du coup on sécrète beaucoup d'insuline d'un coup. L'insuline, hormone du stockage, qui va faire rentrer le glucose dans les cellules, donc là la glycémie redescend, mais comme on redescend trop bas, le système de modération n'est pas parfait, on resécrète du glucagon pour essayer de remonter la glycémie, mais le fait est qu'on fait du coup une hypoglycémie réactionnelle suite à l'hyperglycémie et c'est ces grosses variations qui sont néfastes en fait. C'est ça, et quand tu te retrouves dans cet état d'hypoglycémie réactionnelle, de down, ou moi ce que j'aime appeler de crash en fait, ce qui se passe c'est qu'à ce moment-là, souvent tu es fatigué, tu es irritable, tu as très faim, et ton corps pour ça il est bien fait. Il te demande quoi? Un apport en énergie instantané, rapide, facile. Et il n'y a rien à faire. Là-dessus, c'est vraiment le sucre qui va être le plus à même de répondre à ce besoin. Si tu as une hypoglycémie, on ne va pas te filer des amandes, on va te filer un coca. Et donc ça explique à la fois que je me dis, si je consomme plus de glucides, là, j'ai plus de crash, donc j'ai plus les coups de barre. Comme j'ai plus les coups de barre, j'ai plus l'envie de sucre. C'est un cercle vertueux quelque part. Exactement, et je pense que là, tu seras plus à même de répondre que moi sur le comment ça fonctionne, mais il y a aussi le fait que comme ton corps est capable maintenant de fonctionner sans les glucides, parce qu'il fonctionne très bien sur les lipides, du coup, ces fringales ne sont plus forcément dirigées vers les glucides, mais peuvent être dirigées vers le sachet d'amandes, vers le chocolat très noir, vers l'avocat. Ouais. Tu vois, moi, en milieu de journée, il m'arrive très souvent d'avoir vraiment envie de manger une boîte de maquereaux et un avocat. Ouais. Alors que tu vois, alors que si tu me montres un paquet de bonbons, je vais te dire ouais, c'est cool, mais en fait, ça va pas me nourrir comme je le voudrais. Ah ouais, je comprends. On réclame plus la même énergie quelque part. Exactement. Je pense que le corps pour ça est très bien fait. Il y a aussi des explications au niveau du microbiote de ce côté-là. Mais il y a vraiment un appel, quoi. Il y a vraiment une demande pour ce dont j'ai besoin. Le microbiote se spécialise et s'adapte. Donc c'est-à-dire quand on mange tout le temps des glucides, il va être hyper spécialisé, il va réclamer des glucides. Et donc quand on coupe les glucides, il y a une libération. On parle de deuxième cerveau pour l'intestin, hein, c'est ça. Donc c'est pas anodin, je pense. Je vous fais juste un petit topo rapide pour expliquer qu'est-ce que c'est le mécanisme un petit peu qui fait qu'on rentre en cétose. En fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que vous allez couper à un moment complètement les glucides. Donc, il manque de l'énergie quelque part. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le métabolisme des lipides s'accélère un petit peu et va y avoir une accumulation d'une molécule qu'on appelle l'acétylcoenzyme A. On n'a qu'à l'appeler CoCo. Et donc, CoCo va s'accumuler dans le foie parce que y a beaucoup de lipides qui s'oxydent. Et cette accumulation de CoCo, qui est en fait une sorte de carrefour du métabolisme énergétique, va vouloir aller dans tout le reste de l'organisme. Le problème de CoCo, c'est que CoCo, il ne sait pas franchir les membranes des cellules. Il est un peu bloqué en fait là où il est. Et donc, il y a une stratégie pour ça, c'est que le foie va transformer ce CoCo en 3 molécules. Alors dans l'ordre, je vais essayer de vous les donner quand même dans l'ordre. L'acétoacétate, qui est ici. Ensuite, cet acétoacétate peut être en équilibre avec le bêta-hydroxybutyrate, et ce bêta-hydroxybutyrate peut donner de l'acétone. Et donc, si vous voulez, l'acétone, ça c'est une molécule qui est très volatile, que vous allez expirer, et c'est pour ça que quand on rentre en cétose, en général, on a une haleine qui change un peu d'odeur, qui peut sentir un peu de dissolvant. Je vous rassure, les autres le sentent pas trop, mais vous le sentez un petit peu. Le bêta-hydroxybutyrate qui est ici, lui, c'est la forme la plus représentative dans le sang. Si on mesure une cétonémie via le sang, on va trouver ce composé-là, le bêta-hydroxybutyrate, et on a l'acétoacétate,
qui lui va être plutôt évacué dans les urines. Bref, l'idée de former ces 3 corps cétoniques, on appelle ça des corps cétoniques. Alors pour moi, c'est une aberration pour celui-là, parce qu'en réalité, si on regarde les vrais chimistes, il n'y a pas de fonction cétone dedans. Donc on ne devrait pas appeler ça un corps cétonique, mais il se trouve que voilà, c'est un abus de langage. Et en fait, là, comme je vous l'ai dit, Coco ne peut pas franchir les membranes des cellules, et donc le foie convertit Coco en corps cétonique. Les corps cétoniques vont pouvoir aller rejoindre toutes les autres cellules de l'organisme, et à l'intérieur des cellules, elles sont reconverties en acétyl-CoA, donc ce fameux Coco, qui ensuite va pouvoir servir d'énergie. Pour résumer en une phrase, l'idée qu'on retient, c'est que finalement, il y a une accumulation de cet acétyl-CoA qui se produit dans le foie. Comme il ne peut pas être utilisé directement, il est converti en corps cétonique. Les corps cétoniques, eux, vont aller regagner les endroits où on a besoin d'énergie, et dans les cellules, ils sont reconvertis en acétyl-CoA, qui lui va pouvoir être consommé pour produire de l'énergie, et voilà. Et donc, plus vous passez de temps en cétose, plus ce mécanisme-là va bien fonctionner et vous permettre de produire de l'énergie rapidement. Nice. Ça, c'est le bêta-hydroxybutyrate. Ouais. Je l'ai bien dit? Ouais. Je suis très fier. Très bien. Très, très bien. Je pense que c'est celui-là qu'on peut prendre de manière exogène. C'est le cas? Je suis quasiment sûr que c'est celui-là, parce que c'est celui-là qui va être le plus utilisé comme substrat énergétique. Nous, on marche avec un moteur hybride qui consomme principalement des glucides, des lipides pour produire de l'énergie. On enlève une des productions possibles. On pourrait se dire en se privant qu'en fait, on y perd quelque chose. Et comme tu l'as dit, après, on devient des meilleurs consommateurs de lipides. On va mieux utiliser les lipides. Mais dans la transition, il se passe quelque chose de pas très agréable. Oui, il y a ce qu'on appelle cette fameuse keto flu, quoi, donc la grippe cétogène qui peut arriver plus ou moins violemment et chez certaines personnes qui n'arrivent pas du tout. Mais il y a des gens qui la vivent très très mal. Donc en fait, c'est cette transition, le moment où je passe en fait d'un substrat énergétique à l'autre et où mon corps est capable de fonctionner sur le nouveau substrat. Et puis tu couples ça avec en général une bonne grosse déplétion de minéraux qui vont avec la transition vers la cétose. D'ailleurs, enfin, moi, je sais pas toi, mais moi les premiers jours, j'ai vraiment perdu de la flotte à fond. Ouais. Je suis allé faire pipi 200 fois. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc où et tu dégonfles. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là. C'est exactement ça. Il y a la perte de minéraux parce que vous avez en fait, si on dit qu'on a 500 grammes de glycogène, le glycogène, on va le vider et un gramme de glycogène, ça accroche 2,7 grammes d'eau en gros. Donc, ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a 2 kilos qui partent très vite quand on arrête de bouffer du sucre. Et le problème, c'est que les minéraux, ils sont solubles dans l'eau. Et donc, quand l'eau se barre, on évacue effectivement plein de minéraux. Et ce serait une des explications principales de la keto flu, en fait, c'est cette imbalance, ce déséquilibre en minéraux. D'où l'intérêt de vraiment complémenter avec du sel entier, du magnésium. Le potassium, on en parle, mais la plupart du temps, c'est pas forcément nécessaire. D'accord. Mais par contre, voilà, des électrolytes si on en a, et sinon simplement ajouter un petit peu de sel dans chaque repas et un complément alimentaire de magnésium, ça fonctionne assez bien. Ouais. Au passage, je profite du coup, super conseil, et pour refaire une parenthèse sur le magnésium, ils n'ont pas tous la même bioassimilation, donc aller plus vers du bisglycinate de magnésium ou du malate de magnésium ou du citrate de magnésium. Mais le magnésium marin, dont on faisait beaucoup la pub à une époque, c'est quasiment pas bioassimilé. C'est terrible. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur les antinutriments quand on est en train de discuter ici et sur la biodisponibilité des micronutriments. Et tu te rends compte qu'en fait, on promouvoit énormément de choses qui en fait sont presque totalement non biodisponibles, je ne sais pas comment on pourrait le traduire, tu vois. Tu vas les avaler, mais tu ne vas pas les absorber, quoi. C'est ça. Alors que quand tu vas avoir ces formes-là, ou certaines formes alimentaires, comme dans les produits animaux, par exemple, tu vas avoir une biodisponibilité beaucoup plus grande. En fait, l'idée, c'est que ton magnésium, par exemple, dans le bisglycinate, c'est à 2 glycines, et le glycine, ce sont des molécules que le corps absorbe très facilement. Le malate, le citrate, c'est pareil, c'est des molécules qui tournent dans le cycle de Krebs. Donc en fait, le corps, il voit des substrats énergétiques, il les prend. Par contre, si vous lui mettez le magnésium marin, je crois que c'est de l'oxyde de magnésium, c'est du MgO. Ça sert à rien. J'en veux pas. Ouais, non, c'est ça. C'est un petit peu ça l'idée. Donc faut pas se faire avoir là-dessus. Et pour ça qu'il faut aller voir aussi des marques qui travaillent de manière qualitative. Super intéressant. Et restons dans ce problème. Donc il y avait la grippe cétogène. Alors moi, à titre perso, déjà j'avais bénéficié de tes conseils et j'étais supplémenté déjà en magnésium. Je l'ai eu très peu. J'ai eu vraiment une journée où je sentais que c'était un peu le brouillard, un petit peu le mal de crâne. Je faisais passer des euros ce jour-là, je me souviens. Mais rien de très méchant. J'ai pu faire ma journée de travail normalement. J'étais un petit peu diminué. Et puis le lendemain, paf, j'étais à fond la caisse. Donc très facile. Et je connais d'autres personnes pour qui, par contre, ça a été 3 jours à rien pouvoir faire. Donc on a vraiment les deux extrêmes. Et passé cette phase, du coup, si on reste en alimentation cétogène assez longtemps, est-ce qu'il y a des carences qu'on risque de développer ? Je te dis ce que j'ai fait personnellement et tu me diras si c'est une bonne idée. Moi, de ce que je m'étais dit, comme j'enlevais complètement les fruits, je me suis supplémenté en vitamine C avec de l'acérola. Okay. Ça, c'est le premier point.
pour être sûr de ne pas manquer. Et le deuxième point, c'est que j'avais vu qu'au niveau des vitamines B1, B9, sans les glucides, ça pouvait être assez limite. Donc j'ai pris de la levure de bière en cachet qui est bourrée de vitamine B, et dont la B1, B9 notamment. Sur B1, B9, je ne sais pas. Donc je ne vais pas te dire que je sais inventer quelque chose. Sur la vitamine C, c'est assez controverse. C'est-à-dire qu'il y a une théorie là-dedans qui expliquerait qu'on n'aurait finalement pas besoin d'autant de vitamine C que ce qu'on le pense, en retirant un maximum d'antinutriments dans notre alimentation. Donc, ce que tu vas faire déjà très naturellement quand tu vas retirer les céréales, les légumineuses, etc. D'accord. Tu peux expliquer rapidement juste un antinutriment? Je pense que ce n'est pas une notion qui est familière pour tout le monde. Le concept d'antinutriment, c'est que tu vas absorber une protéine qui va venir se fixer à des nutriments que tu pourrais absorber et qui du coup va t'empêcher en fait de les absorber. Ok, donc c'est comme si j'avais moins de vitamine C parce qu'elle est captée par autre Exactement, chose. Et on va voir ça avec le magnésium, on va voir ça avec le fer énormément, etc. Et donc le résidu, je vais dire, dans ton alimentation de sources d'antinutriments, ça va être les oléagineux, donc les noix communément. Okay, donc l'idée, c'est de plutôt les prendre blanches, et l'idéal, c'est si tu sais, c'est tu les fais tremper 12 à 24 heures avant de les manger. Par contre, il faut les manger plus rapidement parce qu'après, elles sont moins bonnes plus vite, alors que tant qu'elles sont sèches, elles se conservent pendant très longtemps. L'idée, c'est que donc la vitamine C, il y a ce parti pris-là, et il y a aussi le fait que tu as des sources de vitamine C très intéressantes dans certains produits animaux, mais surtout dans certains légumes, qui sont en fait des légumes-fruits comme le poivron, par exemple. Ok. J'adore les poivrons, ça voilà, qui est très cool parce que très pauvre en glucides. Si vous ne les digérez pas facilement, vous vous assurez juste de bien les cuire et de retirer la peau, et évidemment les graines. Et là-dessus, en fait, tu vas pouvoir quand même avoir de la vitamine C. Maintenant, ça, j'ai parlé de la cuisson. Tu vas forcément détruire une partie de la vitamine C, donc ça peut être intéressant si tu les passes bien d'en manger aussi un peu cru. Mais je le redis, c'est pas encore tout à fait certain de ce côté-là. Maintenant, on sait aussi qu'il n'y a pas non plus de risque à prendre une complémentation. Ça coûte pas très cher. Donc franchement, si c'est une espèce d'assurance à prendre sur le côté, moi je dis pourquoi pas. Ok, super intéressant. La deuxième chose, c'est que tu parlais des fruits, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui manque, particulièrement l'été. Tu vois, ce côté truc frais, hydratant, un peu juteux et tout, tu vois. Ouais. Et là, en fait, par rapport à l'acétose, il y a deux choses. La première, c'est qu'on sait qu'on peut avoir un apport en glucides modéré, et que cet apport peut être plus élevé si tu es sportif. Et donc, il pourrait être intéressant, par exemple, de consommer un peu de fruits, soit en pré-entraînement, soit en intra-entraînement. La théorie là-dessus, c'est tu vas consommer ça immédiatement et donc rester en état de cétose en dehors. Tout à fait. En plus de ça, tu peux te tourner vers les baies, donc les fruits, tu sais, fruits rouges, framboises, fraises, etc., qui en plus vont avoir un apport en glucides relativement modéré et qui ont plein de bénéfices santé, antioxydants, etc., qui sont vraiment intéressants. Et puis c'est très très bon, particulièrement l'été. Donc en fait, il ne faut pas trop te prendre la tête. Tu vois, si tu t'envoyais 100 grammes de pastèque, par exemple, ou même 200 grammes de pastèque en intra-workout, ça ne te sortirait pas de cétose. Ouais. Alors pour tout te dire, moi je suis déjà dans cette optique-là, c'est-à-dire que j'ai fait quelques semaines en cétogène strict. Oui. Moi comme toi, on a des sports avec de la haute intensité, et j'ai vraiment joué le jeu au début d'être en cétogène strict, et j'ai vu que quand je fais une séance de fractionné au sac de frappe, bon bah je fais la séance, mais est-ce que j'ai vraiment de la puissance? Pas franchement. Et donc ça, je m'en suis rendu compte, j'ai quand même maintenu le challenge parce que c'était surtout par curiosité que je le faisais. Et j'ai vu qu'en rajoutant les glucides avant ces séances de haute intensité, ce qu'observent beaucoup de personnes, la puissance, elle remonte. Et donc moi, voilà, sur mon long terme, et un petit peu cet été, c'est un peu l'objectif, c'est plutôt d'aller vers du cétogène ciblé en me disant, bah, quand il y a une séance où je vais me la donner, je peux mettre des glucides. Et puis, si c'est juste, je vais courir 1 heure, 1 heure et demie à intensité basse ou modérée, faisons-le en cétose, amusons-nous, et donc on va travailler sur les adaptations des lipides. Donc je le voyais un peu comme ça. Figure-toi que c'est un mode alimentaire que je prône depuis très longtemps, ça fait quand même plusieurs années que j'en parle, c'est vraiment cette idée en fait d'utiliser les glucides uniquement pour l'entraînement. Et uniquement pour l'entraînement d'intensité. Effectivement, si tu vas courir 45 minutes en mode footing, tu n'as pas forcément besoin. L'avantage, c'est que tu vas bénéficier de tout cet apport de la cétose. Tu m'as demandé de parler des bénéfices. Un des premiers bénéfices, c'était pour les addictions au sucre. Et un des deuxièmes bénéfices, c'était le système de down et de concentration et de fonction cérébrale qui est quand même vraiment augmenté. Ouais. Ça, la plupart des gens le ressentent très très fort via le jeûne ou la cétose. C'est vraiment cette cognition, vraiment cette capacité à avoir le brouillard mental qui disparaît. Ouais.
Et donc, une fois que tu peux avoir ça dans ton quotidien grâce à l'alimentation cétogène et que tu obtiens le bénéfice de l'intensité grâce aux glucides que tu prends avant l'entraînement, tu as un peu le meilleur des deux mondes en fait. Et ça, c'est quand même, je pense, un très très bon équilibre qui après, on peut faire évoluer avec les saisons. Et avec les saisons, non seulement les saisons météorologiques, on va dire ça comme ça, mais également les saisons de ta vie. Des moments où tu vas chercher à tabasser beaucoup plus à l'entraînement, des moments où tu vas peut-être être plus en récup, un peu en hivernation, comme ma sœur aime le dire, tu vois. Et à ce moment-là, tu peux ajuster plus d'un côté ou de l'autre, tu vois. Ouais. Donc là, c'est l'été, moi j'essaye de prendre un peu de muscle, toi tu tabasses, je sais pas, il fait chaud et tout, un peu plus de fruits, tu sais, de la pastèque, machin. L'hiver, pendant un mois, c'est les fêtes, etc. Je suis un peu plus cool, un peu plus posé, il y a peut-être pas vraiment d'intérêt de manger des fruits. Entre parenthèses, on n'a pas du tout été conçu pour bouffer des fruits mi-décembre, soyons bien clairs. Toi et moi, avec notre couleur de peau, nos ancêtres n'ont pas évolué près de l'équateur, tu vois ce que je veux dire. Et donc l'idée, c'est que peut-être suivre ça a aussi beaucoup de sens. Et encore. Et encore. Et c'est bien. Et au niveau de l'alimentation cétogène, il semble en tout cas qu'il y a des pistes pour vraiment des sportifs d'ultra-endurance. Pour qui ce serait adapté? Parce que l'idée, encore une fois, si je résume l'alimentation cétogène, tu me dis si c'est bien ça, mais en fait c'est un jeûne de glucides finalement. Oui. Enfin un jeûne de glucides. Oui, en tout cas très 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 low carb, quoi. Voilà, très 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 low carb. Et ce qui fait que si vous vous entraînez sur ce mode-là, vous allez avoir des adaptations de l'organisme sur le métabolisme des lipides. Et ce qui va vous permettre, sur des efforts très longs où c'est le carburant privilégié, effectivement, de gagner un peu de puissance. Et surtout, ce qui est beaucoup décrit, c'est cette autonomie des gens qui partent courir 4-5 heures, qui n'ont plus besoin de recharge glucidique. C'est ça. Parce qu'ils arrivent à se passer carrément de l'utilisation en fait, des glucides. Donc ça, je trouve ça fascinant. Et c'est vrai que moi, j'avais envie un petit peu de rallonger mes courses et de les faire en cétose et de sentir un peu ce truc-là. Mais de l'autre côté, sur les sports où on a besoin de développer de l'intensité, en fait, se passer des glucides, ça peut être une énorme pénalité. Ça peut être une grosse pénalité. Et de nouveau, il y a des gens qui s'en sortent bien sur la haute intensité en cétogène. Mais globalement, je vais dire que la majorité des gens que moi j'ai pu coacher, encadrer, aider, etc. sur ce type d'alimentation me disent quand même que quand il faut faire du 2 reps max ou quand il faut faire des rounds d'1 minute avec 2 minutes de repos ou ce genre de choses, clairement avoir les glucides, ça aide. Et du coup, l'idée c'est de tester un temps la cétose stricte pour vraiment favoriser ton corps à l'utilisation des lipides, lui montrer comment faire, on va dire le laisser faire cette transition. Et on se rend compte qu'une fois que c'est fait, on a beaucoup plus de flexibilité en fait. On peut beaucoup plus facilement utiliser un substrat, l'autre, etc. Et déjà c'est passionnant tout ça. C'est cool. J'ai envie il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire en conclusion. Effectivement, faut avoir en tête que du coup, on est sur l'aspect sport. Le cétogène, il va avoir plein d'adaptations bénéfiques au niveau des lipides, mais effectivement, et là tu viens de le souligner, et ça ressort aussi dans les études un petit peu que j'ai lues, c'est qu'on a une tolérance aux glucides qui peut être un peu diminuée si on est en cétogène strict très longtemps. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à, comme tu le fais, à prôner plus en fait d'essayer de prendre le meilleur des deux mondes, d'aller chercher ce qu'il faut dans les périodes de cétose et de cycler sur les glucides. Et d'ailleurs, il y a des gens qui connaissent, qui l'ont testé, comme Aurélien Broussal, David Kuhn, encore une fois, qui a écrit le bouquin que je vous ai présenté, qui préconise aussi cette approche-là. Et ensuite, garder en tête que, et tu es le premier à le savoir, l'alimentation, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel, c'est-à-dire que sur tout type d'alimentation, il y a des bons répondeurs, il y a des moins bons répondeurs, il y a des gens à qui ça convient, il y a des gens à qui ça convient pas. Moi, j'ai du bol, c'est quelque chose qui me convient super bien. Je me sens beaucoup mieux... même en termes de sommeil, on n'a pas fait le tour, mais la vidéo sinon pourrait durer des heures, mais je me sens mieux en termes de sommeil, en termes de gestion du stress, en termes de gestion de l'énergie, en termes de coups de barre, en termes d'alimentation, donc ça fait quand même pas mal de bienfaits. Et le seul inconvénient que j'ai eu pour l'instant, c'est d'avoir du mal dans les séances de haute intensité. Il suffit que je remette les glucides et c'est reparti. Très intéressant. Super quoi. Et tu parles justement de la gestion du stress. Pour les gens qui sont particulièrement stressés et ou anxieux, c'est très intéressant, très intéressant d'aller vers une alimentation d'abord low carb. En général, on voit déjà une belle amélioration. Est-ce qu'il y a besoin d'aller au cétogène ou pas? Ça dépend, mais en tout cas, diminuer les glucides pour les gens qui sont très stressés ou très anxieux, c'est vraiment un plus. J'ai tendance à penser que dans la société dans laquelle on vit, de toute façon, par rapport à la moyenne, tout le monde, quasiment sans exception, gagnerait de toute façon à baisser la consommation de glucides. Je suis entièrement d'accord. Je pense vraiment qu'on est... Tu prêches pour ma paroisse de ouf. On est dans une société où on est sous perfusion de glucides, donc je pense qu'on a vraiment tout à y gagner.
Aller jusqu'à l'alimentation cétogène, ça je dirais que c'est tout un chacun de savoir ce qu'il doit faire. Mais bon, l'essayer, ça peut être un moyen de voir si c'est quelque chose qui peut vous convenir ou pas vous convenir. C'est vrai que pour des personnes en bonne santé, c'est pas quelque chose qui est indispensable, c'est pas encore quelque chose qui ressort forcément dans les études. Et comme on le disait, l'alimentation, c'est propre à chacun. Maintenant, il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais ça, je renverrai vers ta chaîne parce que tu l'as traité en long, en large, en travers. Il y a aussi des bienfaits pour la santé sur certaines maladies, sur certains types de cancers, sur des maladies neurodégénératives. À la base, c'est une alimentation qui avait été créée pour les crises d'épilepsie. Oui. Donc voilà, il y a aussi toute une application clinique, en quelque sorte, qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Ça fait déjà pas mal d'infos C'était cool pour cette vidéo. À fond. Avant de vous laisser partir, il y avait 2-3 petites choses que je voulais ajouter en conclusion de cette vidéo. Et déjà, merci si vous êtes encore là, si vous avez regardé jusqu'ici, c'est vraiment que le sujet vous a plu. Donc déjà, je vous rappelle qu'il y a d'autres liens en description pour aller plus loin, notamment des vidéos faites sur la chaîne de Jack. On a fait des vidéos pour aller encore plus loin sur ce sujet-là. Et puis, je voulais aussi vous apporter ma conclusion perso sur qu'est-ce que ça m'a apporté finalement de tester cette alimentation cétogène sur, je dirais que je l'ai fait 2 mois et plus. Après, j'ai fait des variantes. Là, c'est la fin de l'été, au moment où je tourne cette conclusion. Et pour tout vous dire, il y a eu les moments en famille, machin, etc. Donc, je l'ai un peu réadapté. Je suis plus passé justement sur du low carb, ça veut dire très bas en glucides. Donc, autrement dit, je mange toujours pas de pâtes, toujours pas de pain, toujours pas de riz. Ou de manière, j'ai dû manger peut-être 3 fois du pain et des pâtes en 2 mois et demi. Donc, vous voyez, c'est quand même très rare. Quasiment pas de trucs sucrés, donc ça je suis resté vraiment dans cette dynamique là, mais comme c'était l'été, que j'étais en famille, je m'autorisais quelquefois des petits écarts, mais souvent du coup couplé avec l'entraînement, et j'ai maintenu cette idée de faire de la course à pied, de rallonger les courses, et sur mes courses longues de les faire sans glucides. Donc là il y a 3 jours j'ai fait 16 km de running sans prendre de glucides du tout, donc j'étais très content de voir que il n'y avait pas de coup de barre, que ça marchait bien, etc. Avec de l'entraînement et de la progressivité. Et puis sur le plan perso, je retire beaucoup de bonnes choses parce que finalement je mange mieux aujourd'hui qu'avant d'avoir fait de l'alimentation cétogène. Même si je suis plus complètement dedans, que je suis plus passé sur du low carb, et j'ai l'impression que je bénéficie toujours de cette énergie qui est un petit peu mieux répartie, sans les coups de barre, avec un sommeil d'un petit peu meilleure qualité. Et surtout, je bouffe plus des glucides par automatisme, c'est-à-dire maintenant c'est vraiment... quand je me dis tiens, je vais manger des glucides, c'est un vrai plaisir parce que c'est un vrai choix. Alors qu'avant, c'est hop, il y a un truc qui me passe sous la main, à l'ego, je bouffe tout et je suis plutôt un gros mangeur. Donc en réalité, ça m'a fait vachement de bien sur ce plan-là. Sur le plan de l'entraînement, je m'y retrouve aussi. Donc voilà, je suis vraiment ravi. Et pour tout vous avouer, très franchement, je me demande si je vais pas tenter un jeûne bientôt, style un jeûne de 3 jours, un truc comme ça. Interagir avec Jack, tester l'alimentation cétogène sont 2 choses qui m'ont vraiment motivé. Donc voilà, d'ailleurs dites-moi est-ce que ça vous intéresse si jamais je traite le sujet du jeûne en vidéo. Ça pourrait être l'occasion aussi de parler d'autophagie et je pense que c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Je voulais encore une fois remercier Jack d'être venu parce qu'en fait au-delà des vidéos qu'on vous montre, on a passé une super journée tous les deux, c'était vraiment cool parce qu'en fait on a partagé des bons moments. On a eu l'occasion de beaucoup discuter, de manger ensemble, de s'entraîner ensemble. Je lui ai fait un petit cours d'initiation au pied-point avec un peu de boxe, un peu de kung-fu. Lui, il m'a coaché pour que je progresse dans mon muscle-up. Et ça, c'était vraiment très très cool d'avoir cette interaction avec lui. Et je vous le redis, merci, merci, merci pour tous vos messages d'encouragement. N'oubliez pas de pousser la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent sans être abonnés. Et si vous voulez vraiment nous soutenir, on en a besoin. Il y a une page Tipeee, vous pouvez faire un don pour qu'on ait... de quoi produire plus de vidéos l'année prochaine. Voilà, j'espère vraiment que ça va fonctionner. Là, j'essaie de faire le maximum pour relancer la chaîne. On a besoin d'une aide extérieure parce que voilà, les montages ne peuvent pas se faire tout seuls. L'intérêt d'avoir un financement externe, c'est aussi que je peux faire appel à des monteurs dont c'est le métier, des vidéastes dont c'est le métier, et vous produire des vidéos de toujours meilleure qualité. Et enfin, tant qu'on y est, je sais qu'il y en a parmi vous qui m'ont dit qu'ils étaient contents de voir des vidéos en lien entre la chimie, la biochimie et le sport. On vient d'ouvrir une 2e page Instagram, donc il y a ma page Instagram Blablaro au Labo, normalement que vous connaissez déjà, sur laquelle je fais un peu ces expériences d'alimentation cétogène, d'entraînement, etc. Mais maintenant, j'ai surtout une page vraiment dédiée à l'entraînement, aux cours d'arts martiaux que je donne sur Toulouse, qui s'appelle Kung Fu Jeet Kune Do. Donc voilà, vous pouvez aller la suivre, et si jamais vous êtes sur Toulouse, que vous souhaitez venir vous entraîner avec moi et avec mes élèves qui sont super sympas, et n'hésitez pas, tous les liens évidemment sont en description.
Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit et donc je vais laisser le mot de la fin, on revient dans le passé. Si vous souhaitez en savoir plus sur tout ça, on va enchaîner tout de suite sur un deuxième tournage, on va faire une vidéo chez Jack où on va rentrer plus dans le détail parce qu'il se trouve que sa communauté est déjà assez alerte sur le sujet, intéressée sur le sujet et donc on va rentrer plus dans le détail de la physiologie aussi qui va avec cette alimentation cétogène. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne, que vous soyez sportif, pas sportif, crossfitter, pas crossfitter. Il y a plein de conseils qui vous sont utiles pour la vie de tous les jours, pour la gestion du mindset, pour la gestion des habitudes, pour la nutrition, la santé, le sport. Donc vraiment, je vous engage à aller voir cette chaîne. Je pense que même si à la base c'était une chaîne que tu as fait pour les crossfitters, elle peut être utile à chacun. Moi, elle m'a été très utile, alors que je ne suis pas à la base un crossfitter. Ouais, c'est vraiment devenu une chaîne maintenant d'alimentation anti-inflammatoire et elle a vraiment trouvé son public et c'est cool parce que moi, je m'amuse beaucoup à parler de mes expériences, à ouvrir un petit peu les chakras sur de nouvelles choses. Ouais. Et on voit quand même qu'il y a des beaux bénéfices santé, donc c'est cool. C'est ça, ouais, c'est clair. Bravo et merci. Merci. D'être venu, c'était super. Avec grand plaisir. Et tu veux faire un à bientôt au labo? C'est comme ça qu'on fait chez toi? Moi, je fais à bientôt au labo. Ok, à bientôt au labo. J'ai joué le jeu.